3 mois se sont écoulés depuis la création de la chaîne Philosopher en temps d'épidémie le 17 mars 2020. Cette date était celle du début du confinement de la population française visant à lutter contre la contagion du coronavirus. Mais l'idée même de la chaîne n'était pas de se focaliser sur la situation française. Il s'agissait plutôt de résister à la tendance manifeste pour chacun en raison des confinements décidés dans bien des pays, à se restreindre au champ de son espace privé et tout autant de l'espace national. Il s'agissait bien de lutter contre cette restriction du champ de vision et de pensée qu'impose le fait de rester chez soi, mais aussi la peur de mourir inhérente à une période d'épidémie. Il s'agissait de philosopher, et cela veut toujours dire dépasser ses préoccupations immédiates, se décentrer pour aller vers l'autre, vers les autres, d'aller non seulement vers l'universel, mais aussi vers le monde. Et cela n'est véritablement possible que collectivement. C'est ainsi qu'au cours de ces 3 mois, la chaîne a diffusé 80 interventions de philosophes situés aux 4 coins du monde, et dépassant la situation particulière dont il ou elle partait, afin de rejoindre les autres dans l'élaboration d'une parole commune, adressée à d'autres encore. Cette parole, elle a été très majoritairement francophone, ou sinon traduite en français. Et la francophonie, c'est pas la France, c'est bien au-delà du passé d'expansion et de colonialisme de ce pays, qu'il ne s'agit pas d'oublier, le partage d'une langue qui se dépasse elle-même, va vers d'autres langues et d'autres manières collectives de vivre et de s'exprimer. En particulier quand elle devient langue littéraire, scientifique ou philosophique. Comme vient de le remarquer Susa Barros, sur cette chaîne, le titre de celle-ci, Philosopher en temps d'épidémie, ne signifiait pas que l'on se demandait s'il était encore possible de philosopher dans ce temps-là, mais invitait à déployer en une série ouverte d'interventions hétérogènes une pensée marquée par l'expérience de la pandémie, comme par son propre temps, donc marquée par sa contemporanéité. Je suis entièrement d'accord avec Susa Barros sur le fait que le passage par YouTube n'était nullement un simple moyen de substitution dans une période où les rencontres réelles, en particulier les colloques universitaires, étaient impossibles. Le confinement qui maintenait chaque philosophe chez soi n'a pas servi de cadre, mais bien plutôt de déclencheur, pour essayer d'expérimenter une autre manière de philosopher collectivement. Je suis heureux de voir à quel point tous les intervenants ont accepté une pratique dont les règles étaient assez rigoureuses, mais inhabituelles également. Leurs titres académiques n'ont jamais été cités, les interventions sont restées limitées à 10 ou 15 minutes. Elles devaient interpréter ce temps présent et non commenter d'autres interprétations. Ce sont autant de règles assez contraires à celles du colloque universitaire. C'était aussi un tout autre rythme. Il ne s'agissait pas de prévoir des mois à l'avance un travail collectif sur quelques jours, publié encore des mois ou des années plus tard, mais de repartir à chaque fois de la situation du moment pour aller au-delà d'elle, sans bénéficier de la moindre position de surplomb, puisque tout, la réflexion, son expression, sa publication, tenait en quelques jours. Cette manière de penser ne peut se substituer à rien, ni au colloque, ni aux conférences, et encore moins aux livres. Elle existe simplement. Elle a prouvé qu'elle pouvait exister en acte. Il ne s'agit pas alors d'en parler simplement au passé. D'abord parce qu'à l'heure qu'il est, nous sommes encore dans ce temps d'épidémie. Nous ne sommes même pas tous déconfinés, loin de là, puisque ce « nous » doit s'étendre bien au-delà d'un « nous » français. Le risque existe même que le déconfinement en France ou ailleurs renforce paradoxalement la restriction du champ de vision ou de pensée des nationaux à leur vie privée ou nationale, que les populations déconfinées se préoccupent d'elles-mêmes, de leur pouvoir d'achat, de leurs frontières, en oubliant d'une part que le virus est toujours présent ici même, d'autre part que chacun est avant tout citoyen du monde et d'un monde où le virus est encore actif et encore destructeur. Ensuite, parce que le temps n'est pas venu, ne viendra jamais d'un bilan sur l'épidémie. Il s'agit bien plutôt de lutter contre l'illusion rétrospective qui nous autoriserait à juger catégoriquement de ce qui s'est passé en condamnant les responsables, en fêtant les héros. Tout comme il s'agit de lutter contre la tentation de nos gouvernants à s'auto-justifier, à s'auto-satisfaire de leur prétendue victoire sur le virus. Tout comme il faut lutter contre la monumentalisation de cette période, sa transformation en mémoire officielle, ou encore, ce qui revient un petit peu au même, son oubli. Ce qui est possible maintenant, et justement dans la mesure où cette période a été pensée activement pendant son déroulement,
c'est de faire le point sur elle, comme Jean-Luc Nancy vient de le faire, ou comme François Varin le fera très prochainement et d'une autre manière sur cette chaîne. Ce qui est possible, ici, ailleurs, c'est de dégager des repères dans tout ce qui s'est dit. Le danger mondial du coronavirus nous a obligés à penser différemment notre relation à la vie et à la survie individuelle et commune, donc aussi à la mort, dans la triple dimension de la peur de sa mort propre, du deuil de l'autre ou de la proximité de la mort des autres. Elle a modifié ce que l'on doit entendre par expérience, dans la mesure où celle-ci n'est ni prévisible ni maîtrisable, mais crée de nouveaux sujets et de nouvelles pratiques. Elle a relancé l'interrogation sur les inégalités au niveau mondial, sur les aspects destructeurs d'une production mondialisée, au détriment d'autres manières de faire monde. Sur la justification aussi du rôle de l'État, mais aussi des décisions souveraines, des dispositifs de contrainte et de surveillance policière. Elle a intensifié le recours à la communication virtualisée, mais aussi sa critique, et nous a obligés à concevoir différemment ce que voulait dire vivre en commun, à proximité, à distance, vivre corporellement aussi dans le désir et l'interdit de toucher l'autre, ou même de toucher son propre corps. Elle nous a placés devant une crise économique qui n'est pas comme les autres, parce qu'elle remet en cause la place même de ce que nous nommons économie. Dans une relation d'une part à l'exigence de préserver la santé de chacun, sa dignité, son droit au bien vivre, et d'autre part à l'exigence de préserver le monde lui-même, l'impératif écologique étant sans aucun doute le plus important de tous aujourd'hui. Elle nous a obligés à repenser l'espace, la ville, l'Europe, la relation entre nations. En bref, l'épidémie a accéléré une mutation du monde tout en la modifiant, cette mutation. Elle a accentué des problèmes déjà présents sous forme latente ou déjà manifestes. Elle en a amené d'autres. Elle n'est pas passée, mais elle entraîne déjà le passé vers l'avenir, un avenir que nous devons penser sans pouvoir vraiment anticiper. Dès lors, pourquoi cette tentative de philosophie collective qui est philosophée en temps d'épidémie devrait-elle changer de nom ? Le présent le plus immédiat l'impose, ou plutôt ce qui vient tout juste de se passer. Ce qui vient de se passer, et qui n'est pas encore fini, c'est l'ensemble des manifestations contre le racisme déclenchées par la mort d'un adulte noir, George Floyd, étouffé froidement par un policier américain. Il est vrai que les dernières paroles de George Floyd, « Je ne peux plus respirer », sont à la fois celles de tous ceux qui ont été tués par la police par asphyxie. C'est un cri qui résonne avec la détresse respiratoire qui tue les malades dans les cas graves de Covid-19. Il est vrai que la vulnérabilité vis-à-vis de l'épidémie a été accentuée et le reste encore par la discrimination raciale. Et Norman Najari a déployé ce point sur cette chaîne. Mais au moment où la lutte contre le racisme et les violences policières devient notre contemporain, avec l'épidémie, le pire serait d'expliquer simplement l'un par l'autre. Rien de plus cynique que le message off du gouvernement français, estimant que les jeunes, après l'épreuve du confinement et dans le stress dû à la crise économique, ont trouvé dans les manifestations contre le racisme une sorte d'exutoire. L'épidémie n'est pas terminée, mais le contemporain redevient multiple, si bien qu'il doit être pensé philosophiquement à nouveau dans sa multiplicité, ou que la philosophie, marquée par l'épidémie, doit être aussi marquée, entamée, modifiée par d'autres événements. C'est donc aussi à son échelle cette chaîne, ce canal philosophique, qui est marqué par son présent jusque dans son nom. Si bien que ce nom change, que philosopher en temps d'épidémie devient philosopher au présent. Ce syntagme, philosopher au présent, était celui d'une collection chez Hatier dirigée par Laurence Hansen-Love, et c'est une expression simple, directe, presque naïve. Elle n'invite cependant pas à céder au présentisme, qui devrait plutôt se nommer omniprésentisme, et qui réduit le temps à la seule dimension de son actualité. On ne peut toujours pas saisir ce qu'est l'actuelle pandémie sans ramener dans le présent les épidémies passées, la grippe, la peste, et nous l'avons fait ici même. On ne peut penser la pandémie sans essayer d'ouvrir son horizon vers un avenir. De même, on ne peut penser le racisme systémique de la police aujourd'hui, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire son racisme généralisé, sans une analyse serrée du colonialisme, différent aux États-Unis et en Europe, ce qui n'exclut pas les points de convergence. Et sans revenir sur l'histoire de la police. Il faut tout aussi nécessairement rouvrir sans cesse l'avenir d'une démocratie post-raciale. Autrement dit, le présent, c'est ce qui ne se présente jamais comme tel d'une manière pure. Il est gros de son passé et de son devenir, il éclate en formes multiples. C'est, soulignons-le encore, parce qu'il éclate en formes multiples qu'on ne peut se limiter aujourd'hui à la simple présence d'un virus, lequel, d'ailleurs,
n'a jamais été lui-même présent sur le mode de la visibilité totale ou de la saisie parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire. Interroger collectivement ce présent multiple et par définition impossible à cerner, voilà maintenant l'exigence de cette chaîne. Elle continuera à laisser s'exprimer librement, en français ou en traduction française, des penseurs de tous les pays, de tous les continents, qui iront de leur perspective singulière jusqu'aux autres, situés ailleurs dans le monde. Les interventions resteront courtes, sans titres académiques, chacun et chacune s'exposant dans ce mode d'expression inhabituel et dérangeant que constitue la publication à brève échéance d'une vidéo sur YouTube. L'interrogation sur le devenir de l'épidémie restera donc présente, mais avec d'autres, en plein respect de l'apparition disparate de ce qu'il faut nommer maintenant, peut-être comme toujours, le présent.